On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici le récit d'une opération menée par les forces spéciales en 2008 sur un voilier au large de la Somalie. Une mission à haut risque qui a consisté à libérer 2 Français pris en otage sur leur bateau par des pirates somaliens. Récit adapté d'une série de Canal+, que je vous invite à voir sur MyCanal, Opération spéciale de Stéphane Ribojat. Histoire que je débrieferai avec le général Christophe Gomard, ancien patron des opérations spéciales. J'ai écrit cette histoire avec Johnny Delacroix, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Jean-Yves Dolan et sa femme Bernadette habitent Tahiti depuis 20 ans. Après avoir été capitaine dans la marine marchande, Jean-Yves, en vieux loup de mer, a décidé de se convertir dans le convoyage de voiliers. Et un jour de 2008, Jean-Yves reçoit un appel. Voilà, j'ai actuellement un voilier de 17 mètres qui s'appelle le Carré d'As et qui se trouve à Bundaberg, sur la côte est de l'Australie. Et je voudrais que vous le convoyiez jusqu'en Tunisie, donc sur la Méditerranée. Ça vous paraît possible? Ah, possible, oui, bien sûr. Ça va prendre du temps, hein. Moi, au moins, je dirais 4 mois. 4 mois de navigation. Oui, je sais, j'ai déjà fait plusieurs fois le tour du monde, je sais ce que ça représente. Vous pourriez quitter l'Australie mi-juin, par exemple? Mi-juin? Ouais, sans aucun problème. Et là, Jean-Yves raccroche, et il se tourne vers sa femme, Bernadette. Dis-moi, on propose de prendre un voilier de 17 mètres en Australie et de l'amener en Tunisie. Le propriétaire voudrait que je parte mi-juin. Tu viendras avec moi? On en a pour 4 mois, je dirais. 12 000 kilomètres, ouais, c'est ça, ouais. 4 mois. Pourquoi pas? On pourra s'arrêter dans les mers du Sud et après, on fera un saut en métropole. Allez, banco. Cette fois, je pars avec toi. Ça n'est pas la première fois que Bernadette part avec Jean-Yves. Elle a déjà fait 3 convoyages avec lui. Avant de partir, il y a quand même une question à régler. Celle de l'itinéraire. Bon, moi, je t'avoue que je passerais bien par la pointe de l'Afrique, hein. Le Cap de Bonne-Espérance. C'est plus long, mais c'est plus sûr. Mais bon, d'après ce que me dit le propriétaire, l'assurance du bateau veut que je passe par le canal de Suez. Moi, je trouve que c'est un peu risqué à cause des pirates, mais bon, on va faire ce qu'ils demandent, hein. Les pirates? De quoi tu parles? Eh ben, quand tu veux emprunter donc la mer Rouge, hein, jusqu'au canal de Suez, tu dois passer par la Corne de l'Afrique. Tu visualises? Et donc emprunter ce qu'on appelle le golfe d'Aden. Et là, on frôle un pays où en général c'est pas mal le bordel, hein, la Somalie. Et donc il arrive que des pirates somaliens s'attaquent au bateau. Mais bon, c'est quand même une voie de navigation qui est essentielle pour le commerce mondial. Donc c'est un endroit qui est assez sécurisé depuis quelques années. Les armées des grands pays occidentaux ont décidé de s'organiser pour patrouiller dans la zone à tour de rôle. Je crois que la France est dans le dispositif d'ailleurs. Ça devrait aller. Inch'Allah. Et donc le 13 juin 2008, Jean-Yves et Bernadette Dolan quittent le port de Bundaberg en Australie et se mettent en route pour la Tunisie, pour le café des délices. Mais bon, la Tunisie, c'est pas pour tout de suite. Première étape à Darwin, sur la côte nord de l'Australie. Et puis les mers du Sud jusqu'aux îles Coco. Et le 16 août 2008, le Carré d'As, avec Jean-Yves et Bernadette à bord, quitte l'île de Chagos en direction de la Corne de l'Afrique. Quinze jours plus tard, le bateau passe la pointe avancée de l'Afrique et il s'engage dans le golfe d'Aden. À bâbord, la Somalie, à tribord, le Yémen. Jean-Yves et Bernadette viennent de rentrer dans la zone à risque.
Et pour ne rien arranger ce jour-là, la visibilité est très réduite. La mer est couverte d'un épais nuage de sable fin et de poussière. Cette nuit, on va naviguer tout feu éteint. Hein. C'est plus prudent. Ça veut dire que les bateaux vont pas nous voir? C'est dangereux, non, quand même? Pas faux, hein. Mais c'est moins dangereux que les pirates, hein. T'inquiète pas. Je vais garder un œil sur le radar. Les autres bateaux nous verront pas, mais moi je les verrai. Le lendemain matin, Bernadette émerge de sa couchette à 8 heures. Jean-Yves n'a pas quitté la barre de la nuit. Et il est inquiet. Regarde sur le radar. Il y a des bateaux derrière nous. Ils ont l'air de nous suivre. Et là, Bernadette se retourne et elle voit 3 speedboats sortir de la brume et foncer vers eux à toute vitesse. C'est des pirates, Jean-Yves. Je suis sûr que c'est des pirates. À ce moment-là, Jean-Yves, qui navigue au moteur, met les gaz à fond, mais en pure perte. Les bateaux se rapprochent. Sur l'un des bateaux, l'un des hommes vient de tirer en l'air. Et voilà que l'un des speedboats vient de se coller au carré d'as. Jean-Yves donne un grand coup de barre pour essayer de le renverser, mais pile à ce moment-là, un jeune qui est à l'avant parvient à bondir sur le pont. You stop the boat! Immediately! Et là, ta, il arrose le pont avec sa canne. Jean-Yves a à peine le temps de déclencher sa balise de détresse et d'appeler au secours par la VHF. Iris de carré d'as. Mayday! Mayday! Et les pirates prennent le contrôle du bateau. Et ils se présentent. We are not gangsters. We are kidnappers. Autrement dit, ils ne sont pas méchants. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Tout de suite, ils indiquent à Jean-Yves la direction à prendre. Cap 120. Autrement dit, droit vers les côtes somaliennes à environ 100 km. L'appel de détresse envoyé par la radio a été efficace. 2 heures plus tard, un avion militaire américain survole le bateau. À Paris, le général Georges Lain, le chef d'état-major des armées, est dans son bureau. « Entrez ! Mon général, nous avons une prise d'otage. » Le général prévient immédiatement le président de la République, Nicolas Sarkozy. Un conseil de défense restreint est organisé dans la foulée. Autour du président, le Premier ministre François Fillon et le ministre de la Défense Hervé Morin. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, il faut absolument montrer aux pirates et au reste du monde que la France n'abandonne pas ses citoyens, hein, et que nous sommes capables d'avoir recours à la force. La chance sur ce coup-là, c'est que le bateau se trouve tout près de Djibouti, où la France a une base militaire. Et que par ailleurs, elle a une frégate furtive, le Courbet, qui navigue dans le coin depuis plusieurs semaines. Une frégate équipée d'un hélicoptère embarqué. Bien, alors vous dites au Courbet de rejoindre la position du voilier. Mais attention, ils doivent rester le plus discret possible. Vous leur dites de rester sous l'horizon. Sous l'horizon, c'est-à-dire à une trentaine de kilomètres du carré d'as. Avantage, la frégate française est indétectable, invisible au radar. Et donc, le Courbet se met à suivre le carré d'as de loin, en attendant l'arrivée des forces spéciales. Allô? Salut. Dis-moi, on a besoin de toi. Débrouille-toi pour rejoindre l'unité le plus vite possible. On a une prise d'otage sur un bateau dans le golfe d'Aden. On va y aller. Au commando, Hubert, ça fait des années qu'on se prépare pour ce type d'opération. Et pardon, mais moi je suis content d'en être. On sera 25 sur ce coup-là. 25 nageurs de combat surentraînés. 48 heures après la prise d'otage, nous voilà à Djibouti.
Et c'est là qu'on nous expose le plan. Bien, messieurs. Vous allez être parachutés en pleine mer, non loin du Courbet, qui est, comme vous le savez, une frégate de la marine qui suit le voilier à distance depuis plusieurs heures déjà. Se faire parachuter en mer, ça fait des années qu'on s'entraîne pour ça. Go. Dès qu'on touche l'eau, des hors-bords envoyés par le Courbet viennent nous récupérer le plus vite possible. Parce que le risque à ce moment-là, c'est de s'emmêler dans son parachute et de couler à pic. En moins de 20 minutes, nous voilà tous sur le Courbet avec nos 30 tonnes de matériel. On se change, on se sèche, on est prêt. Il faut aller vite, avant que le voilier ne touche terre. Il est tout près maintenant d'un village de pêcheurs qui s'appelle Apote. Pendant ce temps-là, à bord du Carré d'As, Jean-Yves et Bernadette font la connaissance de celui qui a ordonné leur enlèvement, un certain Chiré, grassouillé et couvert de bijoux. Don't worry, hein? The only thing that we want is $4 million. Ils veulent 4 millions de dollars pour les libérer. Et ils préviennent. If we see any French soldiers, we will kill you. S'ils voient le moindre militaire français, ils les tueront. Ce que les passagers du voilier et les pirates ne savent pas, c'est qu'à ce moment-là, nous, les gars du commando Hubert, on est là, tout près, à bord de bateaux pneumatiques. Je les vois. Les otages sont à bord, vivants. Ok. Pour l'instant, stand-by, vous n'intervenez pas. Bien reçu. À ce moment-là, sur le Carré d'As, Jean-Yves et Bernadette reçoivent un appel de leurs enfants à Tahiti. Oui, le bateau a été piraté. Oui, c'est ça, oui. Des pirates nous ont enlevés. Pleure pas. On va s'en sortir. Quelques minutes plus tard, deuxième appel. Allô? Salut Jean-Yves, c'est ton cousin à l'appareil. Dis-moi, j'ai eu un appel des enfants. Si tu veux, je peux m'occuper de négocier la rançon avec les pirates. Mais en réalité, ça n'est pas du tout son cousin. C'est un négociateur français du ministère des Affaires étrangères. Les pirates sont d'accord pour négocier. Nous, pendant ce temps-là, sur le pont arrière de la frégate Le Courbet, on se met à tracer sur le sol, à la craie, le plan exact du voilier, à taille réelle. C'est Paris qui nous a envoyé le plan. Et là, on commence à s'entraîner, à répéter les gestes si on doit monter à bord, à acquérir ce qu'on appelle des actes réflexes, pour ne plus avoir besoin de réfléchir quand on interviendra. Voilà, c'est parti. Voilà, ça part. Là, tu descends l'échappée. Ouais, tu vas tout droit. Et là, à partir de là, le troisième, tu pars à droite, ok? Car on va monter à bord d'un bateau qu'on ne connaît pas, se battre contre des gens qu'on connaît très peu, pour libérer des gens qu'on n'a jamais vus. À Abote, sur la côte somalienne, ça fait 4 jours que le bateau est au mouillage. 4 jours que Jean-Yves et Bernadette vivent avec les pirates, qui prennent leurs aises. Ils se sont installés dans le cockpit. Et à un moment donné d'ailleurs, Jean-Yves, qui a son petit caractère, pète les plombs. Vous me faites chier! D'accord? Vous m'emmerdez! Allez, dégagez du bateau! Réponse immédiate de l'un des pirates. Attention, hein! Si vous me tuez, vous perdez $1 million. Le soir, les pirates se gavent de gat, une drogue qui se mâchonne et qui les transforme en zombies. En tout cas, il y a une chose qui saute aux yeux. Ils ne sont pas d'accord sur la suite.
Ils s'engueulent tout le temps. Ils soupçonnent le chef Chiré de vouloir tout l'argent de la rançon pour lui. Alors 10 jours après le début de la prise d'otage, une partie des pirates se mutine. On reste pas ici. Hors de question. On part à Aile. Aile, c'est un port tout au sud de la Somalie, à 600 km. Grosse erreur. Parce que les militaires du commando Hubert ne vont pas les laisser finir. Dès qu'ils vont les voir lever l'ancre, ils vont passer à l'action, ça paraît clair. À bord de la frégate Le Courbet, nous, les gars du commando Hubert, on comprend vite ce qui se passe. Bon, s'ils vont à Aile, ils vont débarquer avec les otages. S'il y a un repère de pirates, on va les perdre. On n'a plus le choix. Faut intervenir et les libérer. Et on voit le carré d'As prendre la mer. Alors on le suit de loin. Il pleut, il y a du vent, la météo est épouvantable. À mon avis, vu le temps, ils vont mouiller près de la côte pour la nuit. C'est bon pour nous, ça. Ici, à mon avis, ils vont mouiller dans cette anse-là. L'anse de Barkhane. Ok. Vous sortez les pneumatiques, on y va. Et on avise sur place. Et donc, on y va. La difficulté, c'est que dans le coin, il y a des bateaux partout. S'ils nous voient, ils vont les prévenir. Mais il est où, putain, ce carré d'As? Il est où, bordel? Impossible de le localiser. Ok, vous rentrez au Courbet. Heureusement, au petit matin, un avion militaire allemand les localise. Il a pris la mer en direction du sud. À bord du carré d'As, l'ambiance a pas mal changé. Depuis qu'ils ont repris la mer, c'est la tempête. Les pirates sont tendus comme des arcs. Il y en a qui ont le mal de mer et qui dégobillent. Et le nouveau chef des mutins, Yacoub, a tellement la trouille qu'il s'est enfermé dans le cockpit avec des coussins sur la tête. Les autres sur le pont sont frigorifiés. Faut absolument qu'on se mette à l'abri, hein. Le bateau risque de casser. On va tous mourir. Jean-Yves Delanne mitonne un peu sur ce coup-là. Mais il les a convaincus. Le bateau va donc mouiller près de la côte, au pied d'une grande falaise. À bord de la frégate Le Courbet, on a compris que c'est maintenant ou jamais. Bon, on les tape maintenant. Je demande le feu vert à l'état-major. Le président Sarkozy vient de dire OK pour lancer l'assaut. Nous, à bord de la frégate Le Courbet, on se prépare. Bien. Messieurs, ce soir, c'est la bonne. Dans des conditions météo difficiles, je vous préviens. On a une mer assez dégradée. On va se faire le raid nautique jusqu'au PAV à 4 nautiques de la cible. D'accord? On n'a pas le droit à l'erreur. La vie de Jean-Yves et Bernadette Delanne ne dépend plus que de nous. Et la nôtre aussi, d'ailleurs. Alors on est tendu, bien sûr. D'autant que le chef a raison. La météo est épouvantable. Même à l'entraînement, on n'a jamais vu une mer si grosse. Les vagues font au moins 4 mètres. On le comprend dès qu'on monte dans les zodiacs, c'est le chaos. Et on est
à 12 000 nautiques de l'objectif. On prend une vague de face d'entrée, bim, et une autre qui déboule par la droite, bam. On se sent tout petit. Et si l'un d'entre nous tombe à la mer, il est fichu. Dans cette mer démontée, on ne pourra pas le retrouver. On ne pourra pas le sauver. Et en plus, on n'avance pas. Il nous faut 5 heures. 5 heures pour faire 12 nautiques. 20 kilomètres. Mais ouf, ça y est. On est tout près maintenant du carré d'As. Laissez à la jumelle. Je vois un pirate sur le pont, sans doute la sentinelle. Mais c'est la pleine lune. Si on s'approche, ils vont nous voir. Et ils vont nous tirer dessus. On va jouer avec les ondes de la falaise pour longer la côte et s'approcher du bateau. Ça y est. Le voilier est à 200 mètres. Ils nous ont pas vus. Courbet, Courbet. On a la cible en vue. On attend le top de votre part. Pas de réponse. On attend 1 heure, 2 heures. Toujours pas de réponse. Et merde, la mer a bousillé notre radio. Et sans le goût des supérieurs, on ne peut pas monter à l'assaut. Et le jour ne va pas tarder à se lever. Ça sera trop tard. Vous pouvez y aller, go. Ouf! La radio a ressuscité à temps. Il est 4h30 du matin. C'est parti. On a 10 minutes pour réussir notre coup. Allez, bon courage les gars, c'est parti. On se tape dans les mains et go! Et ça commence par un tir de diversion sur la falaise. Ça, c'est pour que la sentinelle sur le voilier tourne la tête et ne nous voit pas débouler. Et ça se passe comme prévu. Il se lève, il se retourne, et là, bam! Notre tireur d'élite lui loge une balle dans la tête. Et là, on met les gaz. C'est parti. 10 mètres, 5 mètres, 2 mètres, 1 mètre. Ça y est, on vient de toucher le bateau. Nous voilà à bord. Chacun d'entre nous sait ce qu'il a à faire. Et moi, je sais exactement ce qu'on m'a dit de faire. Lancer une grenade dans le cockpit. Reste là! Bouge pas! Bouge pas! On en neutralise 2. En principe, il y en a 3 autres. Ils doivent être avec les otages, dans le carré arrière. Ils y sont pas. Mais ils sont où, putain? Tu bouges pas! À terre! À terre! On les braque avec nos armes. Ils ont compris. C'est fini. Ils se jettent à plat ventre, ils lèvent les mains en l'air, apeurés. Et maintenant, où sont les otages? Jean-Yves! Bernadette! Vous êtes où? On les appelle par leur prénom, pour qu'ils comprennent qu'on est français, qu'on est là pour eux. Je suis là. Je suis là. Je suis dans le placard. Et lui s'est planqué dans les toilettes. Et quand il nous voit, il se met à chialer. Elle est tout sourire et lui il pleure comme une madeleine. Et il nous embrasse les uns après les autres. Ah ben voilà, mission réussie. J'entends l'hélico du Courbet qui arrive. Merde! Ça tire depuis la côte. On leur répond bien sûr et l'hélico aussi. Pan, pan, pan! Faut embarquer les otages et se tirer. Allez! Descendez! Ah non, non, non! Moi j'abandonne pas le bateau, hein. Moi je vais finir le trajet jusqu'en Tunisie, hein. On va s'occuper de ramener le voilier nous-mêmes. Allez, vous montez dans le Zodiac, on vous ramène sur la frégate. Le Courbet? C'est bon, on les a. Ils sont sains et saufs. Bravo, les gars. Les 5 pirates sont arrêtés et ils seront ramenés en France où ils seront condamnés à des peines de 4
à 8 ans de prison. D'un bout à l'autre de cette mission, nous avons appliqué à la lettre la devise du commando Hubert. Sortis du ventre de la nuit, ils sont porteurs des foudres de Neptune. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté une opération menée par les commandos des forces spéciales en 2008 sur un voilier au large de la Somalie, opération qui a consisté à libérer 2 Français pris en otage sur le bateau par des pirates somaliens. Un récit que j'ai adapté d'une série de Canal+, diffusée sur MyCanal, et qui s'appelle Opération spéciale de Stéphane Ribojad. Et je débriefe cette histoire avec vous, général Christophe Gomard, ancien commandant des forces spéciales. J'avoue que j'ai été très surpris en écrivant cette histoire de trouver les forces spéciales dans cette affaire, parce qu'il n'y a pas d'implication militaire. Dès lors que la Marine nationale est engagée pour effectivement aller sauver certains de nos concitoyens, il est logique qu'il y ait également des forces spéciales. Et finalement, les forces spéciales servent à quoi? Elles servent non seulement, bien sûr, à aller détruire, mener des actions sur les arrières de l'ennemi, faire du renseignement, mais également pour libérer des otages. Et c'est un des exemples de libération d'otages. Il y en aura d'autres sur d'autres voiliers, comme le Ponant ou comme le Tanit, ou des libérations d'otages au sol, dans lesquelles d'ailleurs deux commandos du commando Hubert, d'ailleurs, dont on parle dans cet épisode, les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello sont décédés. Donc en fait, c'est un type d'action que les forces spéciales savent faire, libérer des otages. Et qui est assez méconnu. En gros, c'est le GIGN, mais dans le monde, quoi. Exactement. Alors, sur l'affaire du Ponant, par exemple, quelques membres du GIGN ont également été tarponnés. Donc le Ponant, c'est un bateau qui a été pris en otage par des pirates dans la même zone. Exactement. Et qui a été libéré par les forces spéciales. Exactement. Alors quel est le champ d'intervention du coup des forces spéciales? Parce qu'on pouvait imaginer sur théâtre de guerre aller faire du renseignement, passer derrière les lignes ennemies, s'enterrer, regarder, écouter. Et là, on les retrouve dans une fonction de police, en fait. Donc le champ d'intervention, quel est-il? Il est très large. C'est tout. En fait, les forces spéciales servent lorsqu'on ne peut pas utiliser les forces dites conventionnelles. On ne va pas utiliser, par exemple, sur une affaire comme celle-ci, on ne va pas utiliser un régiment d'infanterie ou un bataillon d'infanterie. On va chercher à utiliser des commandos marines, et en l'occurrence, ici, le commando Hubert, donc des nageurs de combat, qui éventuellement peuvent s'infiltrer sous la mer pour s'approcher au plus près d'un bateau. Mais effectivement, dans le cadre, et de toute façon, la Marine nationale agit, vous savez, elle agit dans le cadre de l'action de l'État en mer. Donc en fait, c'est elle qui va faire la police en mer. C'est pas la police ni la gendarmerie. Il y a une gendarmerie maritime, mais l'action de l'État en mer est menée par la Marine nationale. Et on est dans ce cadre-là. Est-ce que les forces spéciales n'interviennent dans ce cas-là que pour libérer des Français, ou c'est peut-être pour des otages étrangers? Alors, c'est souvent pour les otages français, c'est-à-dire que c'est à la demande du gouvernement français, en l'occurrence du président de la République de l'époque, qui était Nicolas Sarkozy, après un conseil de défense dans lequel il décide, eh bien, nous allons intervenir, l'armée française va intervenir pour libérer ces otages. Alors ça, c'est quelque chose de très surprenant aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de 2 Français sur un voilier, et on dérange le président de la République. Oui. C'est quand même étonnant. Oui. À cette époque-là, on est en pleine crise des subprimes. Il a des emmerdements par-dessus la tête. Et on va le chercher, et il participe à une réunion concernant ce couple pris en otage. Oui, parce qu'il peut y avoir des implications diplomatiques au-delà du seul aspect de l'opération militaire, qui reste assez simple, ça n'est jamais simple évidemment, mais au-delà de l'aspect purement tactique de l'opération, il peut y avoir toutes les implications qu'il y a autour. D'abord, on est dans une zone internationale, donc on n'est pas dans le territoire français, ni maritime français, on est en zone internationale, et à ce titre-là, il est logique en fait que le chef des armées, qui est le président de la République, en soit informé et décide. Il est informé de toutes les opérations des forces spéciales. Vous avez été chef des forces spéciales sous François Hollande. Oui, vous avez commencé sous Hollande, absolument. Et poursuivi sous Macron. Sarkozy, et puis Nicolas Sarkozy en 2011, et puis ensuite François Hollande. Oui. À chaque fois, ils sont informés. Oui, dès lors que l'armée française, et en particulier les forces spéciales, parce que
il y a une notion, au-delà de l'aspect tactique, comme je viens d'expliquer à l'instant, c'est vraiment les implications politiques et diplomatiques qui peuvent avoir lieu. Et donc, on le réveille s'il faut au milieu de la nuit. Alors, en général, le chef d'état-major, peut-être. Il a son chef d'état-major particulier qui voit quel moment est le mieux pour effectivement le prévenir. Mais oui, un président de la République, et on voit bien que les soucis qui sont les siens, d'ailleurs, on voit bien qu'au bout de 5 ans de mandat, en général, ils ont des cheveux qui ont un peu blanchi. Je suis impressionné par la préparation de cette opération. C'est-à-dire que sur le pont arrière de la frégate, à la craie, on dessine à taille réelle le bateau, de manière à ce que chacun puisse se positionner sur le bateau et répéter les gestes qu'il va faire. C'est un investissement considérable. Mais c'est fait systématiquement. C'est-à-dire que ce qui compte pour la réussite d'une telle opération, c'est la répétition. Et on la répète tant qu'on n'est pas sûr que chacun des commandos, en l'occurrence, ou chaque homme n'est pas certain de ce qu'il doit faire. Et c'est fait systématiquement. Quand on pense à la neutralisation de Ben Laden à Abbottabad par les forces spéciales américaines, ils avaient recréé en maquette 1, à taille dimension 1 sur 1, l'immeuble dans lequel vivait Ben Laden. Lorsqu'il y a eu des interventions autres, on essaie recréer, reconstruire. En 3D, quoi. En 3D. Ouais. Pour que les forces spéciales américaines, en l'occurrence, puissent s'entraîner. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on dessine pour exactement savoir qui est où, qui doit faire quoi, qui rentre le premier, qui appuie l'autre, ce que fait le premier quand il rentre, etc. etc. Donc, il y a presque plus de préparation que d'action, en fait. Oui. C'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas. L'action, c'est très soudain, c'est très ponctuel, mais ce qui prend du temps, c'est la préparation. La sentinelle des pirates abattue par un tireur d'élite, ça pose aucun problème. Ça fait partie du job. C'est-à-dire que pour réussir une opération comme ça, il fallait effectivement neutraliser la sentinelle. La seule façon de le faire sans qu'il sème l'alerte, c'est effectivement de le neutraliser depuis une longue distance. Je voudrais qu'on dise un mot sur le commando Hubert, qui est donc à la manœuvre dans cette opération. C'est l'élite des forces spéciales. Alors, toutes les unités sont d'élite. Mais c'est vrai que le commando Hubert, ce sont des nageurs de combat. Et pour devenir nageur de combat, au-delà du stage pour devenir commando marine déjà, qui est assez difficile et assez, sélectif, le fait de devenir commando marine, c'est une spécialité en plus, et c'est une spécialité très sélective, puisque c'est des gens qu'on entraîne à palmer longtemps, avec un oxygère, c'est-à-dire un système dans lequel ils n'émet pas de bulles, contrairement aux plongeurs traditionnels que l'on voit. Et donc il ne peut pas plonger très profond parce que sinon c'est avec de la chaux vive, c'est un espèce de mélange de chaux vive, et donc il nage globalement entre 0 mètre et puis une petite dizaine de mètres. Il ne va jamais beaucoup plus profond avec son système de respiration artificielle. Et ensuite c'est des gens qui savent exactement en nombre de coups de palme combien de mètres ils ont fait, quelle distance ils ont fait. Ils se dirigent sous la mer avec un compas. Et effectivement, au nombre de coups de palme, si j'ai fait 100 coups de palme, j'ai fait tant de mètres. Et ensuite, je prends un cap à telle distance. Donc oui, ce sont des grosses technicités et surtout une vraie résistance, une vraie capacité à durer dans l'eau et à être capable d'approcher des bateaux. Ce sont des gens qui peuvent être mis à la mer à partir de sous-marins. Ils ont même des sortes de petits sous-marins pour progresser sous l'eau. Absolument. Il y a quelques images dans le film de Stéphane Ribogette qui sont très fortes. Mais la vraie difficulté, c'est également sortir d'un sous-marin par le tube lance-torpille et de revenir dans le sous-marin par le même tube lance-torpille. Ils sont déçus, du coup, je pense, sur ce genre d'opération, parce que c'est pas la guerre. Je veux dire, ils se retrouvent dans des fonctions qui sont assez éloignées de ce pourquoi ils sont entraînés. Non, c'est un des modes d'action. Oui, absolument. C'est un des modes d'action. L'arraisonnement de bateaux fait partie de la mission du commando. D'ailleurs, sur tous les bateaux de la Marine nationale, vous avez ce qui s'appelle des fusiliers marins. Ce ne sont pas des commandos marines exactement, mais c'est des gens, c'est le premier stade avant de devenir commando marine. Et on a toujours des fantassins, entre guillemets. Autrefois, c'est ce qu'on appelait les troupes d'infanterie de marine, en fait, qui se sont un peu plus spécialisées aujourd'hui, qui sont des commandos marines. Et donc, dans la spécialité, ceux qui vont le plus loin en termes de spécialisation, ce sont effectivement le commando Hubert des nageurs de combat. Alors, j'ai plein de questions pratiques à vous poser. Comment est-ce qu'on devient membre des forces spéciales ? Alors, ça dépend. Vous avez trois types de forces spéciales. Vous avez des gens qui appartiennent à l'armée de terre, à l'armée de l'air, à la marine. Alors, il suffit de s'engager, de choisir l'une de ces unités.
Et après, Alors, on voit. c'est une possibilité. On peut rentrer en étant sous-officier ou officier marinier, s'agissant des marins, ou en étant officier, ce qui a été mon cas, par exemple, où après avoir fait Saint-Cyr, j'ai été en école d'application et j'ai choisi le 13e régiment de dragons parachutistes, qui est un des régiments de force spéciale. Alors après, vous avez dans chacune de ces unités des stages pour devenir force spéciale, des stages qui sont assez difficiles, assez sélectifs, dans lesquels le taux de sélection est assez élevé. Et puis ensuite, vous êtes membre des forces spéciales. Mais vous pouvez rentrer comme soldat et progresser ensuite dans la carrière jusqu'à devenir officier ou sous-officier. Et puis, même chose pour les sous-officiers, même chose pour les officiers. Mais ce sont des hommes du rang ou ce sont déjà à la base de sous-officiers et des officiers? Non. Certains s'engagent directement comme hommes du rang, comme militaires du rang, et ensuite font les stages comme les autres. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a des tests de sélection initiaux, et puis ensuite, il y a des stages, et si on échoue, on va dans une autre unité. Ce sont des gros bras ou des intellos? Ce sont ni des gros bras, ce sont des intellos au sens, oui, on leur demande de réfléchir et d'avoir un niveau général assez élevé. Non, mais globalement, ce sont des gens cultivés ou plutôt fiers de leurs muscles? Non. Alors, ils ne sont pas fiers de leurs muscles. D'ailleurs, quand vous regarderez des membres des forces spéciales, en général, ils ne sont pas bodybuildés. Contrairement, d'ailleurs, on parlait hier des Américains. Ouais. Les Américains, eux, effectivement, mangent de la protéine ou de la créatine, et puis c'est très différent chez les forces spéciales françaises. Les forces spéciales françaises. Beaucoup plus. Beaucoup plus sec. D'abord, on est plus résistant quand on est plus sec. Oui. Donc, on n'est pas sélectionné uniquement sur le physique? Non, pas du tout. Il y a un aspect, d'abord, quand on est radio, par exemple, il faut être capable de faire du morse, être capable de comprendre comment ça fonctionne. Il y a des tas de choses à apprendre en réalité, parce qu'il n'y a pas que l'aspect résistance physique, il y a également la connaissance des adversaires possibles. On apprend des tas de choses, savoir se diriger, savoir, tirer bien sûr, savoir manipuler un tas de choses. Donc oui, il y a des connaissances techniques, des connaissances physiques. C'est pas l'homme parfait, mais pas loin. Équilibre personnel, indispensable. Alors, est-ce qu'on peut être, je sais pas, une grande gueule, quelqu'un qui pète les plombs et être au commando? Non. Alors, on peut être une grande gueule, mais on veut quelqu'un d'équilibré. C'est-à-dire quelqu'un qui pète les plombs, en général, c'est pas très bon et on va le sortir. Oui. Mais dans les évaluations initiales, il y a une évaluation psychologique qui est faite pour savoir si c'est une personne stable ou instable. Oui. Et les gens instables, en général, on les sort. Sont écartés. Et s'il y a le moindre incident, en général, on écarte. Faut être célibataire au début? Non. C'est mieux? C'est pas mieux, c'est-à-dire que je pense que le fait d'être marié ou de vivre, je veux dire, en couple, permet une certaine stabilité, au contraire. Alors évidemment, pour le conjoint, c'est plus compliqué parce que on ne dit pas où on va, on ne dit pas ce que l'on fait, on ne rentre pas dans les détails. C'est interdit, ça? Oui, parce qu'on ne cherche pas à dévoiler la façon dont on procède, ce qu'on va faire et pourquoi on va le faire. D'accord. Quand un commando part en Afghanistan, il dit pas à sa femme, je pars en Afghanistan, chérie? Si, il peut le dire, je vais en Afghanistan. En général, il va la rassurer en disant, je vais dans un endroit où c'est calme. Il y a des femmes? Alors, il y a pas de femmes dans les commandos directement, il y a des femmes dans le monde des forces spéciales. Je consacre un chapitre dans mon livre, justement, sur ce que j'ai appelé la moitié du monde, puisque les femmes représentent la moitié du monde. Même un peu plus. Même un peu plus. En Chine, c'est un peu différent, parce que j'ai compris qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Ouais. Mais oui, c'est indispensable d'avoir des femmes dans ce monde-là. Mais pas au combat. Ça viendra sans doute. Mais quand on compare aux autres armées du monde, qui ont des forces spéciales un peu équivalentes aux nôtres, il y en a peu, pas beaucoup. Merci Christophe Gomard, général Gomard. Je rappelle le titre de votre livre qui parle très exactement de tout ce dont on parle pendant ces 3 jours. Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Général Christophe Gomard chez Harper et Collins. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.